Vous allez entendre maintenant Nicolas Buriès, qui est consultant en conduite de projet et management, auditeur de la promotion Marc Aurèle, et qui a l'honneur de conclure ce 8e colloque de l'Institut Iliade. Quel gageur de passer derrière Marion. Je vais faire de mon mieux. Hein. Bonjour à tous. Alors effectivement, cette conclusion en tant qu'acteur économique, pas en tant qu'intellectuel, en tant que professeur, en tant que politique, elle va être un petit peu teintée. Donc vous allez un petit peu comprendre le sens de cette conclusion, je pense, au fil de cette lecture. Donc, si on reprend un petit peu dans le process historique, aussi loin que l'on remonte dans notre histoire, dans l'histoire des sociétés humaines, l'économie a toujours été encastrée dans un tissu de relations sociales, politiques et religieuses. L'économie n'existait jamais de manière totalement autonome, mais était toujours subordonnée à une idée de bien commun, c'est-à-dire du bien de la communauté. Les quantités, les flux commerciaux de richesses amassées comptaient peu au regard d'impératifs qualitatifs, la sagesse, le courage, la beauté, le goût du travail bien fait. De nos jours, l'économie, ce sont souvent des chiffres astronomiques, des formules mathématiques abstraites, des mots complexes, des hommes en costumes sombres dans de glaciales tours en verre. Ce monde de gagnants et de perdants, d'acheteurs et de vendeurs, de ressources et de marchés, nous le détestons tous aujourd'hui, car nous le jugeons à ses fruits. Les valeurs d'argent ont subverti les valeurs morales traditionnelles. Un État souverain, la Grèce, mis sous la tutelle des banques. Des hommes et des femmes dans un grand magasin londonien se battant pour un téléviseur soldé. Un fleuve indonésien, le Citarum, pollué à tel point qu'on se brûle la peau. Vous avez tous de multiples exemples en tête. Tout est presque devenu marchandise. Mais rappelons une chose simple. L'économie n'est pas une loi naturelle. Elle ne s'impose pas à nous telle la gravité sur une pomme. L'économie est une construction humaine qui a connu de nombreuses formes à travers l'histoire et les civilisations. Il n'y a pas si longtemps, une grande partie de la planète était dominée par une économie communiste. Et si aujourd'hui le capitalisme a remplacé presque tous les modèles économiques préexistants, nous savons que l'histoire n'est pas finie et qu'elle est souvent pleine de surprises. Revenons nous abreuver à la source claire et fraîche des mots. Le mot économie vient du grec oikia, la maison, et nomos, la loi. Quand nous parlons d'économie, n'oublions jamais que nous parlons simplement de l'administration de la maison. Pour nous, il n'y a qu'un enjeu concernant l'économie, rester maître de notre maison, maître de notre foyer, maître chez nous. Une économie prospère est une des conditions de la grandeur d'une civilisation et de la puissance d'un peuple, car il s'agit d'un instrument de puissance exceptionnel. De l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ à la Chine contemporaine, point de grande puissance sans économie performante. L'histoire européenne est jalonnée d'immenses réussites économiques qui ont permis l'émergence d'avancées culturelles et artistiques sans précédent. La République de Gênes et de Venise dans l'Europe du Sud, l'Union de Calmar et la Ligue hanséatique au nord, les foires de Champagne, maillon central du commerce européen. Sans cette économie européenne florissante, point de cathédrale, point de Michel-Ange, point de Rembrandt. Quelle serait la liberté d'une nation dont la monnaie dépendrait intégralement d'un pays étranger? Quelle serait la liberté d'une entreprise entièrement endettée auprès de sa banque? Quelle serait la liberté d'un individu dont le revenu ne dépendrait pas de son travail, mais du bon vouloir de son maître? Que nous le voulions ou non, nous dépendons tous de l'économie, qu'elle soit locale ou mondiale. Notre souveraineté et notre liberté dépendent aussi de notre autonomie économique. Et si elle n'est pas un phénomène naturel en tant que tel, elle le devient indirectement en tant qu'expression de notre volonté naturelle de puissance. Qui possède cet instrument impose sa volonté.
qui rejette les réalités économiques, se condamne à être dominé. Cet instrument de puissance dépasse le cadre idéologique. La chute du communisme soviétique a plusieurs facteurs, mais un des principaux a été son inefficacité économique face au monde capitaliste. Erreur que ne commet pas la Chine communiste. Elle, qui est désormais une des plus grandes puissances économiques de la planète et qui pourtant n'a abandonné ni son régime politique, ni sa culture millénaire. Les célèbres entrepreneurs de la Silicon Valley que nous connaissons tous, Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos d'Amazon, Elon Musk de Tesla, n'ont en rien changé leur idéologie initiale. Leur réussite économique est devenue un levier dans la mise en œuvre de leur vision du monde, égalitarisme, cosmopolitisme, progressisme, sans frontiérisme. Avant eux, d'autres ont fait de même, tels que Jean-Baptiste Gaudin et son fameux familistère de Guise. La puissance économique n'est pas immorale, mais amorale. Elle ne porte en elle aucune valeur, ou si peu. En revanche, elle peut être un incroyable instrument pour porter les nôtres. Elle doit ainsi s'inscrire comme une des composantes de notre projet civilisationnel. Critiquer la marchandisation massive du monde est une nécessité. Mais cette folle marchandisation est-elle fatalement liée à l'économie capitaliste? La cause de cette marchandisation n'est-elle pas plutôt à rechercher du côté des affinités électives qu'ont certaines cultures avec l'économie moderne? Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber nous révèle l'extrême efficacité des protestants à dominer l'économie capitaliste. Il attribue cette réussite aux spécificités culturelles et religieuses des protestants. Benjamin Franklin, entrepreneur américain et protestant, explique que l'esprit du capitalisme existait déjà dans le Massachusetts avant que se développe l'ordre capitaliste. Il y aurait donc un primat du culturel sur l'économique. C'est la culture qui décide de l'économie et non l'économie qui décide de la culture. Et l'on ne peut nier le fait que certaines cultures sont plus adaptées au système capitaliste que d'autres. Il est donc plus facile pour elles de s'approprier l'outil économique et d'en faire leur instrument de puissance. Aux autres de suivre, aux autres de subir. Alors devons-nous adapter l'outil économique à notre culture, ou est-ce à notre culture de s'adapter à l'outil économique? La vérité est peut-être quelque part entre ces deux positions. Il est vrai que le capitalisme est un système qui porte en lui les germes de la marchandisation de masse. Mais à tout moment, nous gardons aussi le pouvoir de les maîtriser. L'hubris, la démesure, n'est pas inscrite dans les tables des lois économiques, mais dans celles des hommes et des peuples. Alors, comment reprendre le contrôle? Lutter contre le système économique capitaliste en tant que tel semble un combat d'arrière-garde. C'est s'attaquer aux conséquences et non aux causes. Nous devons asservir le système économique et non le détruire, l'asservir par notre politique et notre pratique économique. Certains d'entre vous préféreront la première voie, d'autres la seconde. Mais ces deux approches sont complémentaires en travaillant sur des échelles différentes. Vous avez déjà commencé à reprendre le contrôle sur l'économie. Votre présence ici le prouve, car dans un monde qui ne cesse de nier ce que nous sommes, vous savez que ce combat ne pourra être évité. Chacun agit déjà concrètement à sa mesure, chacun à son niveau de responsabilité. Certains ont commencé à changer de mode de consommation, d'autres ont créé leurs propres entreprises. D'autres encore proposent des emplois ou financent des actions dissidentes. Et n'oublions pas toutes celles et ceux qui s'engagent en politique au niveau local, national ou européen. Nos atouts sont nombreux pour mettre l'économie au service de notre maison. Détermination, intelligence, abnégation, force de travail, créativité, courage, solidarité, que vous avez de belles qualités. Nous sommes de ceux qui se levons tôt. Nous sommes de ceux qui n'abandonnons pas facilement. Nous sommes de ceux qui sont enracinés dans le réel. L'économie est un de nos territoires naturels de conquête. Nous ne pouvons le laisser à nos adversaires. Chacun peut agir à son niveau.
Et point besoin d'être multimilliardaire pour cela. Créez une monnaie locale dans vos quartiers ou vos villages afin de vous émanciper du système bancaire. Promouvez auprès de vos élus locaux le décret du Code des marchés publics autorisant le recours à des circuits courts. Refusez de participer à l'usure en préférant les plateformes de financement participatif et pourquoi pas créer la vôtre. Ouvriers, artisans, employés, responsables de services, professions libérales, chefs d'entreprise, dirigeants de grands groupes, tous à vos postes, vous pouvez participer à ce combat. Vous n'êtes pas une armée de réserve, mais une armée en action, une armée en mouvement. Et pour cela, nous avons tous à notre disposition 3 leviers fondamentaux. Faire reconnaître nos compétences, rayonner et dominer. Être reconnu dans son environnement professionnel, c'est démontrer l'excellence de son travail, même quand celui-ci paraît ingrat ou inutile. Nous avons tous été confrontés à la démotivation, à l'absence de sens, ou pire encore, à la contradiction avec nos convictions. Mais parfois, c'est sur ces tâches les plus insignifiantes, mais réalisées avec le plus grand soin, que la reconnaissance peut arriver. Elle sera ensuite certainement encore confirmée à d'autres occasions, mais il ne faut rien négliger. Il faut exceller partout et être exemplaire en tout temps. C'est aussi cela qui nous différencie. Être reconnu, c'est donc avant tout faire le meilleur travail possible pour rayonner. Rayonner, c'est commencer à produire une certaine attractivité qui permettra de faire entrer vos collègues, vos clients, vos fournisseurs sur votre terrain, votre vision du monde, votre style, votre esthétique. Parce que l'excellence est si rare qu'elle interroge, elle fascine, elle attire. Accueillir votre interlocuteur sur votre terrain, là où vous êtes le plus fort, vous permettra de prendre le contrôle. C'est ici, à ce moment, que vous obtiendrez concrètement le pouvoir sur votre environnement économique et professionnel. Ce pouvoir vous permettra de dominer, ce qui signifie en aucune façon écraser, mais bien au contraire, nous avons le devoir de guider ceux qui nous font confiance, les guider pour qu'ils puissent reprendre à leur tour le contrôle. Le contrôle sur leur environnement professionnel, le contrôle sur leur manière de consommer, le contrôle sur leur rapport au monde financier. Allez au contact des entreprises, soyez rugueux, inventifs, combatifs et déterminés. Imposez votre style. L'économie ne vous changera pas. C'est vous qui la changerez, c'est vous qui remettrez de l'ordre dans la maison, c'est vous qui remettrez l'économie au service des peuples. Merci.